Ne m'attends pas pour le dîner ce soir. Mon mari l'a dit tout en ajustant ses boutons de manchette dans le miroir de l'entrée, aussi nonchalamment que s'il me rappelait d'acheter du lait. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « Je dîne avec une autre femme ». Non pas parce qu'il voulait me blesser, mais parce qu'il croyait sincèrement qu'il n'avait plus à se soucier de savoir s'il le faisait. Il a dit que notre mariage était devenu ennuyeux, prévisible, qu'il avait besoin d'un peu d'excitation dans sa vie. Ensuite, il a pris ses clés de voiture, a franchi la porte d'entrée de cette maison que j'avais aidé à construire pendant 22 ans, et n'a jamais regardé en arrière. Mais quand il est rentré après minuit, il s'est figé sur le pas de la porte, car tout ce qu'il pensait lui appartenir avait déjà disparu. La première chose que Céline remarqua ce soir-là fut le parfum. Stéphane ne portait de Léo de Cologne hors de prix que lorsqu'il voulait impressionner quelqu'un. Pas des clients. Les clients avaient droit à sa version pragmatique, chemise repassée, chaussures cirées, poignées de main mesurées. Non, c'était la version de Stéphane réservée à la séduction, à la représentation, au fantasme de paraître plus jeune que ses 50 ans. Le parfum flottait dans la cuisine pendant que Céline, 42 ans, se tenait au comptoir, éminçant des oignons pour un gratin dauphinois. Derrière les fenêtres, la pluie de fin octobre balayait les rues de Saint-Germain-en-Laye en de froides traînées argentées, et l'érable du jardin plié sous le vent. La maison semblait chaleureuse, stable, habitée, le genre de foyer bâti lentement, au prix de décennies de sacrifices. Stéphane entra, vêtu d'une veste anthracite qu'elle lui avait offerte 3 Noëls plus tôt. « Tu t'es mis sur ton 31, dit prudemment Céline. Il vérifia son reflet dans la porte du micro-ondes avant de répondre. « Je sors ce soir. » « Avec qui ?» Il n'y eut aucune hésitation. « Chloé. » Céline cessa de couper. Le couteau resta posé sur la planche en bois tandis que les battements de son cœur ralentissaient, de cette manière étrange que provoque parfois le choc, comme si le corps refusait de traiter l'humiliation à pleine vitesse. « Chloé du bureau ?» demanda-elle doucement. Stéphane soupira comme un parent épuisé face à un enfant difficile. « Ne commence pas. Je t'aille poser une question. » « Oui, Chloé du bureau. » La pluie crépitait plus fort contre les vitres. Céline attendait qu'il adoucisse le propos d'une manière ou d'une autre, qu'il explique qu'il s'agissait d'un dîner d'affaires, d'une sortie de groupe, d'un malentendu, mais Stéphane se contenta de prendre sa montre sur le comptoir et de l'attacher à son poignet. « Tu vas dîner seul avec une autre femme. » Il la regarda enfin, et ce qui fit le plus mal ne fut ni la colère ni la culpabilité. Ce fut l'indifférence. « Oh, ça va, Céline. Arrête d'agir comme si ce mariage était une grande romance. Ça fait des années qu'on est plus que des colocataires. » Elle le fixa, incrédule. « Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai, » répondit-il d'un ton plat. « Tout dans cette maison semble prévisible. Chaque conversation, chaque repas, chaque week-end. » Céline déglutit difficilement. « Donc, ta solution est de sortir avec une collègue. Tu vas dîner avec une femme avec qui tu flirtes. » Il eut un rire sans joie. « Au moins, avec elle, je me sens encore vivant. » La phrase tomba avec une précision chirurgicale. Ni forte, ni explosive, froide, calculée, cruelle. Céline baissa les yeux vers ses mains, car elle ne pouvait soudainement plus supporter l'expression de son visage. C'étaient ces mêmes mains qui avaient préparé les déjeuners de leur fils Hugo tous les matins pendant 12 ans. Les mêmes mains qui étaient restées éveillées aux côtés de Stéphane après la mort de son père. Les mêmes mains qui avaient tapé ses CV à l'époque où il avait trop honte d'admettre qu'il avait été renvoyé de son premier poste de cadre à 31 ans. Elle avait passé 2 décennies à l'aider à survivre à chaque version de lui-même. Et maintenant, il la regardait comme un meuble périmé. « J'ai abandonné ma carrière pour cette famille », murmura-t-elle. Stéphane leva les yeux au ciel, déjà lassé par la conversation. Personne ne t'y a obligé. Le silence qui suivit fut si lourd que Céline pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Stéphane ramassa ses clés sur l'îlot central. « Écoute, je n'ai pas envie de faire ça ce soir. » « Faire quoi ? » Cet interrogatoire émotionnel. « Tu viens de me dire que tu sors avec une autre femme. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un peu d'excitation dans ma vie. » Il enfila son manteau en haussant les épaules. « Tu veux de l'honnêteté ? La voilà. » Céline sentit quelque chose se briser doucement en elle, presque élégamment, comme une fine couche de glace cédant sous la neige. Des années auparavant, elle aurait pleuré. Des années auparavant, elle l'aurait supplié de rester. Mais à 42 ans,
l'épuisement change la forme de la douleur. Elle devient plus froide, plus tranchante, plus observatrice. Elle remarqua les légers reflets gris sur ses tempes qu'il essayait de cacher maintenant. La montre hors de prix achetée avec sa prime, alors qu'il se plaignait des dépenses de la maison. L'arrogance agitée d'un homme terrifié à l'idée de vieillir. Stéphane se dirigea vers la porte d'entrée. « Ne m'attends pas pour le dîner ce soir, dit-il. » Puis il partit. La porte se referma doucement derrière lui. C'était ça le pire. Pas un claquement, pas de rage, juste une certitude. Céline resta immobile dans la cuisine, longtemps après que le bruit de sa BMW eut disparu dans la rue humide de la banlieue résidentielle. Le gratin brûla dans le four parce qu'elle avait oublié son existence. Quelque part à l'étage, la télévision de la chambre d'amis continuait de diffuser une vieille sitcom. Aucun d'eux ne la regardait. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait honnête. Pas heureuse, pas aimante, juste honnête. Elle éteignit lentement le four, s'essuya les mains sur un torchon et entra dans le salon. Son reflet la fixait depuis l'écran sombre de la télévision, des cheveux bruns mi-longs, attachés lâchement, un pull bleu doux, des yeux fatigués d'avoir passé trop d'années à essayer de maintenir la paix au sein d'un mariage qu'une seule personne avait déjà abandonné émotionnellement. Puis son ordinateur portable émit un carillon. Céline s'assit sur le canapé et l'ouvrit. Le mail était toujours là. Offre finale, directrice de la stratégie de marque, Paris La Défense, mutuelle intégrale, salaire à 6 chiffres, date de début flexible. 3 semaines plus tôt, elle avait failli supprimer le message par peur. Après 15 ans loin du marketing d'entreprise, elle s'était convaincue qu'elle était dépassée, invisible, trop vieille pour recommencer. Mais une ancienne collègue nommée Sophie l'avait poussée à postuler après avoir repris contact via LinkedIn. « Tu étais brillante avant de disparaître dans la vie de banlieusarde mariée », lui avait dit Sophie lors d'un café dans le 8e arrondissement. À l'époque, Céline avait ri d'un air gêné. Maintenant, ces mots résonnaient différemment. Brillante. Avant de disparaître. Céline relut lentement l'offre tandis que la pluie continuait de glisser sur les fenêtres. Puis une autre réalisation s'imposa à elle. Stéphane ne pensait pas qu'elle partirait. C'est pour cela qu'il était si négligent. Il croyait qu'elle était trop dépendante, trop épuisée émotionnellement, trop effrayée par l'incertitude pour oser changer de vie. Et soudain, quelque chose en Céline devint très calme. Pas vindicatif, pas hystérique, clair. Elle ouvrit un autre dossier sur son ordinateur, les documents financiers. Au cours des 6 derniers mois, de petites incohérences l'avaient amenée à faire attention. Des notes de restaurant, des achats de bijoux, des réservations d'hôtels pendant de soi-disant séminaires professionnels. Au début, elle cherchait parce qu'elle avait peur de perdre son mari. Finalement, elle avait continué à chercher parce qu'elle avait peur de se perdre elle-même. Son père l'avait doucement mise en garde des années avant sa mort, ne construis jamais toute ton identité autour de la loyauté de quelqu'un d'autre. Les gens sont les plus faibles quand ils pensent que tu ne partiras jamais. À l'époque, elle le trouvait cynique. Aujourd'hui, elle comprenait qu'il essayait de la protéger. Céline prit son téléphone et passa un appel. « Julien » dit-elle doucement quand son jeune frère décrocha. « Tu es encore réveillé ?»« Ouais. »« Que se passe-t-il » Elle fixa la photo de mariage accrochée au-dessus de la cheminée. Stéphane souriant fièrement à côté d'elle. Hugo entre eux, à l'âge de 6 ans. Une famille figée dans le temps. Je crois que mon mariage vient de se terminer ce soir. Il y eut un silence. Puis la voix de Julien changea immédiatement. Protectrice. Sérieuse. De quoi as-tu besoin? Céline inspira lentement. Pour une fois, dit-elle doucement, j'ai besoin d'arrêter de le protéger. Dehors, le tonnerre grondait sur la banlieue parisienne assombrie, tandis que Céline prenait la première véritable décision pour elle-même depuis plus de 20 ans. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Stéphane riait devant un steak et du vin avec une autre femme, totalement inconscient qu'au matin, la vie qu'il tenait pour acquise serait déjà en train de lui échapper. Stéphane rentra un peu après minuit. Céline entendit d'abord la porte du garage, puis le lourd silence qui suivit, le silence d'un homme essayant de ne pas paraître coupable, tout en croyant secrètement qu'il ne devait plus son innocence à personne. Elle était assise dans le salon, un bloc-notes jaune sur les genoux, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Stéphane entra en riant doucement de quelque chose sur son téléphone, probablement un SMS de Chloé, mais son sourire disparut dès qu'il leva les yeux. Les lumières du salon étaient toutes allumées. Des cartons d'archives s'alignaient sur le parquet.
dossier, classeur, avis d'imposition, relevé de prêt immobilier, compte d'épargne retraite, synthèse d'investissement. 22 ans de vie commune réduits à des piles organisées. Et, assis calmement à côté de Céline sur le canapé, se trouvait son jeune frère, Julien. Stéphane se figea sur le pas de la porte, exactement comme elle l'avait prévu. « C'est quoi ce bordel ?» demanda-t-il. Céline ferma le dossier sur ses genoux. « De la paperasse. » À minuit ? Julien s'adossa nonchalamment, ses larges épaules remplissant le fauteuil près de la cheminée. « C'est marrant, c'est ce qu'on a pensé de ton dîner en amoureux. » Stéphane l'ignora, son attention fixée sur Céline. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» Pour la première fois depuis des années, Céline remarqua quelque chose d'inhabituel sur le visage de son mari. De l'incertitude. Pas des remords. Pas encore. Juste la confusion de voir que la femme qu'il considérait comme passive était soudainement devenue illisible. « Tu as dit que tu voulais de l'excitation », répondit doucement Céline. « J'ai pensé que ce soir était le bon moment pour arrêter de faire semblant que tout allait bien. » Stéphane ricana et jeta ses clés sur le comptoir. « Oh, allez. Tu fais un drame. » « Non, dit-elle. Je crois qu'au contraire, je n'ai pas assez réagi pendant des années. » Cela l'irrita immédiatement. Stéphane desserra sa cravate et marcha vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur comme si cette conversation l'ennuyait déjà. « Je suis allé dîner, Céline. Je n'ai pas commis de meurtre. Avec une femme avec qui tu couches. » Il claqua la porte du réfrigérateur plus fort que nécessaire. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Céline fit simplement glisser un relevé de carte de crédit imprimé sur la table basse. Frais d'hôtel, bar à vin, réservation de week-end à Deauville pendant de faux séminaires professionnels. Stéphane fixa les papiers 2 secondes de trop. Puis il rit avec dédain, mais son assurance sonnait plus creux désormais. « Alors, tu m'espionnes ?» ?»« Non, » répondit calmement Céline. « Je me réveille. » Cette phrase le frappa plus fort que des cris. Stéphane regarda à nouveau autour de la pièce, remarquant enfin les détails qu'il avait ignorés en entrant, le sac de voyage près de l'escalier. Les dossiers juridiques étiquetés, biens, et, comptes, les photos de famille encadrées qui avaient disparu des étagères. « Attends, dit-il lentement. Tu pars ? » Céline soutint son regard. « Non. » Le mot le surprit. Puis elle continua, « C'est toi qui pars. » Une étrange tension traversa la pièce après cela. Stéphane la regarda comme s'il ne reconnaissait plus la femme assise devant lui. Pendant des années, Céline avait été douce, accommodante, prête à tout pour aplanir les conflits avant qu'ils ne deviennent inconfortables. Elle s'excusait la première, faisait des compromis la première, battait en retraite la première. Mais pas ce soir. Ce soir, il y avait quelque chose de plus froid dans sa voix. Pas de la cruauté. De la clarté. « Tu n'as pas le droit de m'humilier et de rentrer à la maison en faisant semblant que cet endroit est toujours ton refuge, » dit-elle. Stéphane rit à nouveau, mais cette fois, c'était sur la défensive. « Tu jettes sérieusement 22 ans de mariage pour un seul dîner ?» Céline faillit sourire face à l'ironie. « Un seul dîner ?» répéta-t-elle doucement. « C'est l'histoire que tu te racontes. » Julien se leva lentement. « Je crois que tu devrais y aller, Stéphane. C'est ma maison. » La mâchoire de Julien se contracta. En fait, d'après les actes notariés que Céline m'a montrés ce soir, la majeure partie de l'apport initial provenait de l'héritage de son père. L'expression de Stéphane changea instantanément. Un changement infime. Mais Céline le vit. De la peur. Non pas de la perdre elle, mais de perdre le contrôle. Il se tourna vers elle. « Tu as déjà parlé à un avocat. » « Je lui ai parlé il y a 6 semaines. » Le silence qui suivit sembla interminable. La pluie continuait de taper contre les vitres tandis que Stéphane se tenait là, essayant de recalculer la réalité en temps réel. Il était sorti plus tôt dans la soirée en croyant détenir tout le pouvoir, le mari accompli, le pourvoyeur, l'homme désirable encore capable d'attirer des femmes plus jeunes. Maintenant, soudainement, il ressemblait à un inconnu d'âge mûr se tenant au milieu d'une vie qu'il ne comprenait plus tout à fait. « Tu avais prévu ça ?» demanda-t-il doucement. Céline secoua la tête. « Non, c'est toi qui l'as prévu. Tu as juste supposé que je resterais assise ici à le tolérer. » Stéphane ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Au fil des années,
le manque de respect était devenu une routine. Jamais assez spectaculaire pour justifier une rupture immédiate, mais assez constant pour tout empoisonner lentement, les remarques sarcastiques sur ses vêtements, les roulements d'yeux, la façon dont il la coupait lors des dîners entre amis, son rejet désinvolte chaque fois qu'elle parlait de reprendre le travail. Tu ne survivrais plus dans le monde de l'entreprise. Tu as décroché depuis trop longtemps. C'est plus simple si tu restes à la maison. Chaque commentaire, insignifiant pris isolément, était dévastateur dans son ensemble. Et le pire, c'est que Céline avait fini par le croire. Cette prise de conscience faisait plus mal que la liaison elle-même. Stéphane se frotta les tempes. Et maintenant? Tu veux divorcer? Céline regarda vers l'escalier menant à la chambre qu'ils partageaient depuis plus de 2 décennies. La chambre où elle avait cru un jour que l'amour durait automatiquement si l'on se sacrifiait assez pour lui. Je veux la paix, répondit-elle. Il ricana doucement. Tu réagis de façon disproportionnée. Non, répéta Céline. Je crois que c'est ma première réaction honnête depuis des années. Julien s'avança et tendit à Stéphane un petit sac de sport. J'ai fait un sac avec de quoi tenir quelques jours. Stéphane dévisagea le sac comme s'il l'insultait personnellement. Tu te fous de moi. Tu es embarrassé? C'est ma sœur, répondit froidement Julien. Sois reconnaissant qu'elle reste civilisée. Pendant un bref instant, la colère traversa le visage de Stéphane. La blessure d'ego aiguë d'un homme soudain traité comme un étranger dans sa propre maison. Puis son téléphone vibra. Chloé. L'écran s'alluma clairement dans sa main. Céline vit la panique traverser ses yeux avant qu'il ne retourne précipitamment le téléphone. Et d'une certaine manière, ce petit mouvement fit plus mal que tout le reste. Non plus par jalousie, mais à cause de la banalité qu'avait prise la trahison. Stéphane souffla bruyamment. Très bien. Je vais dormir ailleurs ce soir, le temps que tout le monde se calme. Céline l'observa attentivement. C'était de nouveau là. Cette arrogance, la certitude que cette situation était temporaire, qu'elle finirait par s'adoucir, qu'il lui manquerait, qu'elle négocierait, car les hommes comme Stéphane confondent souvent patience et faiblesse. Il prit rudement le sac de sport et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Tu sais, dit-il avec amertume. Peut-être que si ce mariage avait semblé vivant de temps en temps, rien de tout ça ne serait arrivé. Céline sentit l'ancienne version d'elle-même essayer de se briser à l'intérieur. La femme qui aurait passé des nuits blanches à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Mais une autre voix s'éleva, plus forte cette fois. La vérité. Tu ne voulais plus d'une épouse, dit-elle doucement. Tu voulais un public. L'expression de Stéphane se durcit instantanément. Puis il sortit sous la pluie. Cette fois, Céline le regarda partir sans verser une larme. La porte d'entrée se referma. La maison redevint silencieuse. Julien la regarda avec prudence. Ça va? Céline ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle ouvrit à nouveau son ordinateur portable et relut l'offre d'emploi qui l'attendait dans sa boîte de réception. Directrice de la stratégie de marque, Paris La Défense. Une seconde vie. Pendant des années, elle avait cru que son monde devait rétrécir parce que l'âge adulte exigeait des sacrifices, parce que le mariage signifiait des compromis, parce que la stabilité comptait plus que l'ambition personnelle. Mais assise là, dans le calme qui suivait la trahison, Céline comprit enfin une chose douloureuse, l'amour ne devrait jamais exiger que l'on disparaisse. Elle cliqua sur « Accepter l'offre ». Quelques secondes plus tard, le mail de confirmation arriva. Julien eut un faible sourire. « Papa aurait été fier de toi ce soir. » Cela faillit la briser. Non pas parce qu'elle se sentait faible, mais parce qu'elle se sentait enfin redevenir forte. Dehors, Stéphane conduisait sous la pluie vers un appartement luxueux de Paris où Chloé l'attendait avec du vin cher et une affection temporaire, totalement inconscient que la femme qu'il jugeait ennuyeuse venait de démanteler tranquillement toute l'illusion de son contrôle. Et pour la première fois depuis 22 ans, Céline dormit paisiblement. 3 semaines après le départ de Stéphane, la maison semblait différente d'une manière que Céline n'avait pas anticipée. Plus silencieuse, certes, mais aussi plus légère. L'étrange tension qui siégeait invisiblement dans chaque pièce, l'ajustement émotionnel constant qu'elle opérait en fonction des humeurs, des opinions et des critiques de Stéphane, avait disparu si progressivement qu'elle n'en reconnut l'absence qu'une fois envolée. Un samedi matin, elle se tenait pieds nus dans la cuisine, buvant un café tandis que la lumière du soleil inondait les fenêtres. Et pour la première fois depuis des années,
elle réalisa qu'elle n'attendait plus l'approbation de quelqu'un d'autre au sein de sa propre maison. Cette prise de conscience la fit presque pleurer. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle comprenait depuis combien de temps elle vivait sans elle-même. Dehors, le vent de fin novembre éparpillait des feuilles rouges et dorées dans le jardin. Le vieux panier de basket de Hugo penchait légèrement près de la clôture, intouché depuis son départ pour l'université Paris-Dauphine 2 ans plus tôt. Céline le fixa un long moment avant que son téléphone ne vibre. « Alors, comment s'en sort la survivante dans son nouveau job ?» demanda chaleureusement son amie Sophie. Céline sourit légèrement, essayant encore de se rappeler comment fonctionnaient les réunions d'entreprise. « Tu es né pour les réunions d'entreprise », assura Sophie. « Ce n'est pas comme ça que Stéphane me décrivait. » Sophie soupira doucement au téléphone. « Céline, il faut que tu arrêtes de te mesurer à travers un homme qui profitait de ton manque de confiance en toi. » La phrase résonna longtemps après la fin de l'appel. Parce que c'était vrai. Stéphane ne lui avait jamais formellement ordonné de s'effacer. Cela aurait été trop évident, trop cruel, même pour lui. Au lieu de cela, il avait fait quelque chose de plus subtil. Il avait normalisé son invisibilité. Chaque sacrifice était devenu pratique. Chaque rêve était devenu irréaliste. Chaque compromis était devenu la maturité de l'adulte, jusqu'à ce qu'à la fin, Céline cesse totalement de se demander ce qu'elle voulait. Désormais, à 42 ans, elle était assise dans un bureau de la Défense surplombant la Seine, participant à la direction stratégique de campagne publicitaire nationale. Et à sa grande surprise, elle y excellait. Vraiment. Lors des présentations, les gens l'écoutaient quand elle parlait. Les jeunes employés lui demandaient des conseils. Les clients respectaient son instinct. Son expérience, autrefois rabaissée par Stéphane au rang de maternité de banlieue dépassée, devenait soudainement précieuse parce qu'elle lui conférait une intelligence émotionnelle dont manquaient la plupart des cadres. Un après-midi, après une réunion, une jeune associée nommée Léa l'arrêta près des ascenseurs. « J'espère que ça ne fait pas trop bizarre », dit nerveusement Léa. « Mais vous êtes plutôt inspirante. » Céline cligna des yeux de surprise. « Moi. Vous avez l'air si calme, comme si vous saviez exactement qui vous êtes. » L'ironie donna presque envie à Céline de rire aux éclats. Si seulement cette fille savait. Pendant ce temps, la vie de rêve soigneusement construite par Stéphane commençait déjà à se fissurer. Au début, vivre à Paris avec Chloé était enivrant. Elle était plus jeune, spontanée, glamour, de la manière dont les femmes apparaissent toujours glamour dans les publicités pour les appartements de luxe. Elle aimait les rooftops, les restaurants chers, les week-ends à Bordeaux, et postèrent en ligne des photos filtrées qui donnaient l'impression que les vies ordinaires étaient minables. Pendant un certain temps, Stéphane s'est convaincu que c'était ça le bonheur, la liberté, la réinvention, la preuve qu'il comptait encore. Mais le fantasme entretient une relation dangereuse avec la routine. Finalement, la vraie vie débarque, et la vraie vie remarque des choses. Comme l'irritation de Chloé chaque fois qu'il travaillait tard au lieu de la sortir. Comme sa façon de présumer naturellement qu'il paierait tout. Comme sa déception lorsqu'elle découvrit que ses finances étaient beaucoup moins impressionnantes que son assurance ne le laissait supposer. Car la vérité, c'est que Stéphane avait passé des années à jouer la comédie du succès plutôt qu'à bâtir une réelle sécurité, location de luxe, crédits automobiles, dîners d'affaires, achats statutaires. Il gagnait bien sa vie, certes, mais pas assez pour soutenir le train de vie qu'il voulait désespérément faire envier aux autres. Surtout pas après que Céline eut engagé un avocat, et surtout pas après que les experts comptables eurent commencé à examiner les biens matrimoniaux de plus près. Un jeudi soir, Stéphane était assis en face de son notaire dans un bureau parisien, tandis que la neige tombait derrière les fenêtres. « Elle a droit à plus que ce que vous imaginiez », expliqua prudemment l'homme de loi. Stéphane fronça les sourcils. « Comment ça ? L'héritage de votre femme a été massivement injecté dans les investissements immobiliers et l'historique du prêt. Franchement, les documents jouent en sa faveur. » Stéphane s'adossa à son siège dans un silence stupéfait. Pendant des années, il s'était persuadé de porter le mariage sur le plan financier. Il découvrait maintenant à quel point sa stabilité reposait secrètement sur Céline depuis le début. La maison, les premiers investissements, la charge mentale, les sacrifices non rémunérés qui lui avaient permis de se concentrer entièrement sur son ascension professionnelle. Et, d'une certaine façon, cette réalisation le mettait en colère au lieu de lui donner une leçon d'humilité. « Elle dresse Hugo contre moi, en plus », marmonna-t-il amèrement. L'avocat parut mal à l'aise. « Votre fils a 20 ans, Stéphane. Il se forge sa propre opinion.
Cette conversation le hanta pendant des jours, surtout après que Hugo eut cessé de répondre à la plupart de ses appels. Pas totalement, juste assez pour instaurer une distance. Leur fils restait poli, mais plus froid désormais. Un dimanche après-midi, Stéphane conduisit jusqu'au campus, espérant arranger les choses en personne. Hugo le retrouva à l'extérieur d'un café près de la bibliothèque universitaire de Dauphine, vêtu d'un sweat à capuche gris, les yeux cernés de fatigue. « Ça va ?» demanda maladroitement Stéphane. Hugo hocha la tête, fuyant. Ils restèrent assis ensemble pendant plusieurs minutes inconfortables avant que Stéphane ne finisse par soupirer. « Ta mère rend ce divorce plus moche qu'il ne devrait l'être. » Hugo le regarda, incrédule. « Maman le rend moche ?» Stéphane se frotta le front. « Tu ne comprends pas toute la situation. »« Non, » dit doucement Hugo. « Je crois que si. » Le calme dans la voix de son fils le déstabilisa immédiatement. Hugo se pencha légèrement en avant. « Tu sais ce dont je me souviens le plus en grandissant ?» demanda-t-il. « Maman te défendant tout le temps. » Stéphane fronça les sourcils. « Quand tu as perdu ton emploi, elle t'a défendu. Quand tu ratais mes tournois de tennis à cause du travail, elle t'a défendu. Quand tu oubliais les anniversaires, les fêtes, tout, elle t'a défendu. C'est injuste. » « Non, » répondit doucement Hugo. « Ce qui est injuste, c'est d'agir comme si elle était le problème parce qu'elle t'aimait trop. » Les mots frappèrent Stéphane plus fort qu'il ne s'y attendait. Parce que Hugo parlait tellement comme Céline, à l'époque où elle croyait encore que l'honnêteté pouvait sauver les gens. Stéphane détourna le regard vers la rue enneigée. « Je voulais juste me sentir heureux à nouveau. » Hugo hocha lentement la tête. « Mais t'es-tu déjà demandé si maman était heureuse ?» Cette question poursuivit Stéphane tout le long du trajet du retour, et son propre foyer avait déjà commencé à changer. Chloé s'impatientait de ses sautes d'humeur. Elle détestait les discussions sur les avocats, les finances et les conséquences émotionnelles, car ces choses venaient parasiter la version fantasmée de lui qu'elle avait initialement trouvée attirante. Un soir, elle jeta un sac de shopping sur le canapé et lança avec désinvolture « Tu es misérable depuis que tu as quitté ta femme. » Stéphane s'emporta immédiatement, peut-être parce que toute ma vie a explosé. Chloé croisa les bras. « Tu m'avais dit que ton mariage était déjà mort. » C'était compliqué. Elle rit sèchement. C'est ce que disent toujours les hommes mariés. L'appartement sembla soudain plus petit après ça. Plus froid. Trop moderne pour être réconfortant. Stéphane se versa un whisky et fixa la skyline parisienne tandis qu'une vilaine vérité émergeait lentement sous toute sa colère. L'excitation ne lui manquait pas vraiment. C'était la paix qui lui manquait, ce genre de paix que Céline créait si naturellement qu'il avait cessé d'en remarquer la valeur. Une semaine plus tard, en faisant défiler son fil LinkedIn tard dans la nuit, il se figea en voyant une photo de la fête de fin d'année de l'entreprise de Céline. Elle posait aux côtés de collègues, tenant une coupe de champagne, souriant sous des guirlandes lumineuses. Et elle avait l'air vivante. Pas dramatique, pas artificiellement rajeunie, juste sincèrement vivante d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Confiante, chaleureuse, libérée de son emprise. Et là, pour la première fois depuis qu'il avait quitté la maison, Stéphane ressentit quelque chose ressemblant dangereusement au regret. Non pas parce que sa liaison était un échec, mais parce que Céline y avait survécu. Et quelque part au plus profond de lui-même, Stéphane prit conscience de la vérité la plus douloureuse de toutes, la femme qu'il qualifiait d'ennuyeuse portait simplement seule le fardeau de l'aimer. En janvier, la région parisienne s'était installée dans ce genre d'hiver qui donnait l'impression que tout était mis à nu. Les arbres se dressaient squelettiques contre un ciel pâle. La neige sale s'accrochait au rebord des trottoirs en tas gris et gelés, et la ville bougeait avec cette endurance silencieuse que l'on apprend tôt dans la vie, les épaules voûtées contre le vent, la main crispée sur un gobelet de café, la survie déguisée en routine. Céline adorait ça. Pas le froid en lui-même, mais son honnêteté. L'hiver ne prétendait pas être beau à chaque seconde. Il révélait ce qui pouvait survivre sans artifice. À bien des égards, elle ressentait la même chose. 3 mois plus tôt, elle était assise dans sa cuisine, écoutant son mari lui expliquer pourquoi une autre femme le faisait se sentir vivant. Maintenant, elle se tenait dans une salle de réunion à La Défense, présentant une proposition de campagne nationale à des cadres qui gagnaient 2 fois son salaire. Et chaque fois qu'elle parlait, la salle écoutait. Non pas parce qu'elle exigeait de l'attention, mais parce qu'elle ne s'excusait plus d'exister. La transformation n'était pas spectaculaire de l'extérieur. Céline portait toujours des pulls doux,
attachait toujours ses cheveux lâchement pendant les longues journées de travail, conduisait toujours le même SUV jusqu'à la gare RER tous les matins. Mais intérieurement, quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle avait de nouveau confiance en elle. Cela effrayait Stéphane plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Au début, il s'attendait à ce qu'elle craque émotionnellement, qu'elle l'appelle en pleurant, qu'elle demande si l'on pouvait réparer les choses, qu'elle devienne assez nostalgique pour négocier sa dignité contre la familiarité. Au lieu de cela, Céline devint plus calme, plus concentrée, et étrangement intouchable. Un jeudi soir, Stéphane était assis seul dans son appartement, fixant une barquette de plats à emporter qui refroidissait sur le comptoir, tandis que Chloé préparait une valise dans la chambre. « Tu pars sérieusement pour une seule dispute ?» demanda-t-il avec amertume. Chloé ferma la valise d'un coup sec, assez fort pour ponctuer son irritation. « Ce n'est pas une seule dispute, Stéphane. Tu es misérable tout le temps. Je traverse un divorce. Tu étais déjà misérable avant le divorce. » La phrase tomba plus lourdement qu'elle ne l'avait prévu. Stéphane détourna immédiatement le regard car, au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Chloé soupira et s'adoucit légèrement. « Écoute, quand on a commencé, tu as fait croire que ton mariage était mort, mais tu parles encore de ta femme en permanence. Mon ex-femme. » Voilà, dit doucement Chloé. Exactement ça. Stéphane se frotta le visage à deux mains. L'appartement lui sembla soudain étouffant. Que du verre, de l'acier et un vide hors de prix. Pas de photos de famille, pas d'histoire, pas de chaleur, juste des meubles soigneusement sélectionnés à l'intérieur d'une vie bâtie uniquement sur les apparences. Chloé prit son manteau. Je crois que tu aimais plus le fantasme de la quitter que la réalité de la chose. Puis elle partit, et cette fois, Stéphane comprit exactement comment la fermeture d'une porte pouvait résonner dans la vie entière d'une personne. Pendant les semaines qui suivirent, il dériva mécaniquement à travers ses routines. Travail, salle de sport, whisky, silence. À 50 ans, il éprouvait l'étrange sensation de devenir spectateur de sa propre vie. L'excitation qu'il avait cherchée si désespérément lui semblait désormais d'une prévisibilité embarrassante, un homme d'âge mûr, terrifié à l'idée de vieillir, confondant l'attention avec le sens de la vie. Un samedi après-midi, il conduisit jusqu'à l'ancienne maison pour récupérer ses dernières affaires pendant que Céline assistait à un séminaire d'entreprise à Paris. Du moins, c'était le plan. Lorsqu'il se gara dans l'allée, il vit la voiture de Hugo. Puis il entendit des rires venant du jardin. Stéphane avança lentement par le portail latéral et s'arrêta. Céline et Hugo étaient en train de reconstruire le vieux banc en bois près de la clôture, tous deux portant des gants d'hiver et des vestes épaisses contre le froid. La neige saupoudrait les bords de la pelouse tandis qu'un classique du rock passait doucement sur une enceinte portable. Céline leva les yeux la première. Pendant une brève seconde, la surprise traversa son visage. Puis le calme revint. « Salut », dit-elle prudemment. Hugo se redressa immédiatement, l'expression sur la défensive. « Papa. » Stéphane resta là maladroitement, les mains enfouies dans les poches de son manteau, se sentant soudain comme un invité dans la vie qu'il avait abandonnée. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Le banc s'est effondré », répondit froidement Hugo. « On s'est dit qu'on allait le réparer. » Stéphane regarda la vieille structure en bois. Il avait construit ce banc avec Hugo 15 ans plus tôt, lors d'un week-end d'été en plein barbecue. Céline avait apporté de la citronnade dehors pendant que le père et le fils se disputaient sur les outils et les mesures. À l'époque, Stéphane croyait que de tels moments existeraient éternellement, automatiquement. Il comprenait maintenant à quel point le bonheur ordinaire était fragile. Céline balaya la neige de ses gants. « Tu es venu chercher les cartons à l'étage. »« Ouais. Je les avais laissés dans la chambre d'amis. » Stéphane acquiesça mais ne bougea pas. Quelque chose dans la scène sous ses yeux le retenait. Le confort simple entre Céline et Hugo, le rythme facile d'une conversation à laquelle il n'appartenait plus naturellement. Pendant des années, il s'était convaincu que la vie domestique l'étouffait. Maintenant, cela ressemblait à la paix. Hugo rentra silencieusement à l'intérieur, refusant manifestement de jouer les médiateurs face à la tension restante entre ses parents. Cela laissa Stéphane et Céline seuls dans le froid du jardin. Pendant un moment, aucun ne parla. Puis Stéphane finit par souffler. « Tu as l'air heureuse. » Céline haussa légèrement les épaules. « Je guéris. » L'honnêteté de la réponse le blessa plus qu'une cruauté. Stéphane regarda l'herbe couverte de neige. « Je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. » Céline faillit rire.
Vraiment? Je croyais que... Il s'interrompit. Quoi? Il la regarda alors, sincèrement épuisé pour la première fois depuis des mois. Je pensais que j'étais malheureux à cause du mariage. Le visage de Céline s'adoucit légèrement, non pas avec de la réconciliation, mais avec de la compréhension. C'est le problème quand on fuit soi-même, dit-elle doucement. On s'émène toujours avec soi. La phrase se posa entre eux comme une vérité trop lourde pour être contestée. Stéphane déglutit avec difficulté. Je sais que je t'aille fait du mal. Céline détourna le regard vers la clôture. Tu ne m'as pas fait du mal du jour au lendemain. Il sentit sa poitrine se serrer immédiatement. Tu m'as perdu lentement, continua-t-elle. Une remarque cruelle à la fois, un rejet à la fois, chaque fois où tu me faisais me sentir petite pour te sentir important. Stéphane ferma brièvement les yeux parce que c'était là, la stricte vérité. Pas une seule liaison, pas un seul dîner, des années. Des années d'érosion émotionnelle déguisée en tension conjugale normale. Et soudain, il se rappela des dizaines de moments qu'il avait balayés avec désinvolture par le passé. Céline devenant silencieuse lors de soirées après qu'il s'était moqué de ses histoires. Céline abandonnant ses passions parce qu'il les jugeait peu pratiques. Céline s'excusant d'avoir le moindre besoin émotionnel. Il n'avait pas détruit le mariage en un seul acte dramatique. Il l'avait négligé à mort. Je suis désolé, murmura-t-il. Céline l'étudia attentivement. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Stéphane semblait sincèrement humble. Pas sur la défensive, pas manipulateur, juste brisé par des conséquences auxquelles il ne pouvait plus échapper. Mais les remords et la réparation n'étaient pas la même chose. Et certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Je crois que tu le penses vraiment, dit doucement Céline. Cette infime gentillesse faillit le détruire, car il comprit soudain qu'elle ne le détestait plus. Et d'une certaine façon, c'était encore pire. La haine laisse encore un attachement émotionnel. La paix, non. Stéphane regarda le jardin une dernière fois. La maison, le banc, les traces de la vie de famille flottant encore dans l'air glacial de l'hiver. Puis il hocha lentement la tête. Je devrais aller chercher mes cartons. Céline s'écarta doucement. Ils sont en haut. En marchant vers la maison, Stéphane réalisa une chose dévastatrice. La punition n'était pas d'avoir perdu son mariage. La punition était de comprendre enfin sa valeur après l'avoir déjà détruit. Au moment où le printemps revint à Paris, Céline ne mesurait plus sa vie à l'aune de ce qui avait été perdu. C'était la différence qu'une année pouvait faire. Non pas parce que la douleur avait proprement disparu, ce n'est jamais le cas. Mais parce que la douleur avait cessé d'être au centre de chaque pensée. Elle était devenue une toile de fond plutôt qu'une identité. La neige fondit lentement en ce mois de mars, révélant des trottoirs humides, de l'herbe épuisée et les signes têtus du renouveau perçant la terre gelée. Céline remarquait davantage ces détails désormais. Le bruit des RER matinaux, la chaleur du soleil à travers les vitres du bureau, le réconfort de se préparer à dîner pour elle-même sans aucune tension assise de l'autre côté de la table. Les petites choses comptaient à nouveau. Et curieusement, cela ressemblait aussi à une vengeance. Pas une vengeance bruyante ou cruelle, celle qui dit silencieusement, tu ne m'as pas détruite. Au travail, Céline s'était épanouie plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Dès le mois d'avril, elle avait été promue directrice de la création stratégique après avoir piloté une campagne qui avait décroché l'un des plus gros budgets nationaux de l'entreprise. Les jeunes employés gravitaient naturellement autour d'elle car elle ne portait rien de cet ego épuisant qui infectait tant de dirigeants. Elle écoutait attentivement, parlait de manière réfléchie et ne confondait jamais autorité et intimidation. Un vendredi soir, après un dîner avec des clients à Paris, Sophie leva son verre de vin et sourit à travers la table du restaurant. Tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça? Céline rit doucement. Quoi? Tu ne te rends toujours pas compte à quel point tu es impressionnante. Un an plus tôt, un tel compliment l'aurait embarrassée. Aujourd'hui, il lui semblait simplement nouveau, d'une manière très thérapeutique. Derrière les vitres du restaurant, Paris brillait sous une douce pluie printanière tandis que les passants se pressaient sous leurs parapluies et que les feux de circulation se reflétaient sur le trottoir mouillé. Céline regarda son reflet à peine esquissé sur la vitre. Elle paraissait plus vieille qu'il y a 10 ans, mais plus heureuse. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à ne plus jouer la jeunesse ou la perfection pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la vie de Stéphane était devenue plus silencieuse, d'une manière qu'aucun appartement luxueux ne pouvait masquer. Après le départ de Chloé,
il avait déménagé dans un appartement plus petit à Vincennes, plus près de son bureau, et bien loin du style de vie tapax en graveleuil qu'il avait si désespérément poursuivi à Paris. La voiture de sport avait également disparu, remplacée par quelque chose de pragmatique après que les frais d'avocat et le partage des biens leur forçaient à affronter la réalité financière de manière honnête pour la première fois depuis des années. Mais le plus grand changement n'était pas matériel. Il était interne. La thérapie avait commencé comme une suggestion réticente de Hugo après des mois de conversations tendues. Mais finalement, Stéphane avait continué à y aller parce que le silence à l'intérieur de son propre esprit lui était devenu par ailleurs insupportable. Chaque séance épluchait une nouvelle vérité inconfortable, sa peur de vieillir, son obsession de la validation, l'arrogance qui lui avait fait confondre la stabilité émotionnelle avec l'ennui. Le plus douloureux fut de réaliser que Céline avait passé des années à essayer d'aimer un homme qui cherchait constamment des raisons d'être insatisfait. Un dimanche après-midi, Stéphane retrouva Hugo pour prendre un café près de l'université, presque exactement là où leur précédente conversation s'était si mal passée des mois auparavant. Cette fois, l'ambiance était différente. Pas réparée, mais honnête. Hugo remua la crème de son café tout en étudiant attentivement son père. « Tu as l'air d'aller mieux, admit-il. » Stéphane eut un sourire fatigué. Moins stupide, peut-être. Cela fit rire Hugo contre toute attente. Ce son faillit briser le cœur de Stéphane, car il réalisait depuis combien de temps son fils ne s'était pas senti détendu avec lui. Après un instant, Hugo demanda doucement, « Tu aimes toujours maman ?» Stéphane regarda par la fenêtre du café, vers les étudiants traversant la rue avec leurs vestes de printemps et leurs sacs à dos. « Oui, répondit-il honnêtement. Hugo hocha la tête une fois. Mais parfois, aimer quelqu'un après l'avoir détruit ne sert plus à grand-chose. Stéphane ferma brièvement les yeux, car c'était vrai, aussi. Et accepter la vérité sans se défendre était devenu une part de sa punition. À l'approche de l'été, la procédure de divorce touchait enfin à sa fin. La dernière grande étape consistait à vendre la maison familiale. Céline avait insisté pour que cela se fasse pacifiquement. Pas de théâtre au tribunal, pas de jeu de vengeance, juste des signatures chez le notaire et un point final. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvèrent à l'étude notariale par un chaud après-midi de juin, la tension subsistait silencieusement. Pas de la haine. Leur histoire. Le bureau donnait sur une rue bordée d'arbres où les arroseurs automatiques cliquetaient en rythme sur les pelouses vertes. Stéphane signa plusieurs documents en silence avant de finalement poser son stylo. Cette maison méritait mieux que ce qui s'est passé, dit-il doucement. Céline le regarda un long moment. Oui, répondit-elle doucement. C'est vrai. L'honnêteté de sa voix ne contenait plus aucune amertume, seulement le deuil de quelque chose qui aurait pu survivre si les deux personnes l'avaient protégé à parts égales. Stéphane s'enfonça lourdement dans sa chaise. Je croyais que l'excitation signifiait échapper à ses responsabilités, admit-il. Mais franchement, il rit faiblement de lui-même. La paix était assise dans cette cuisine depuis tout ce temps. Céline ressentit une douleur traverser sa poitrine, car il fut un temps où entendre ces mots aurait tout signifié pour elle. Maintenant, ils arrivaient simplement trop tard. Certaines vérités n'apparaissent qu'après que les conséquences ont forcé les gens à y voir clair. Elle croisa calmement les mains sur le bureau. Certaines personnes ne reconnaissent la loyauté qu'après l'avoir perdue. Stéphane hocha lentement la tête. Pas de dispute, pas d'excuses, juste de l'acceptation. Et curieusement, cela offrit à Céline bien plus de répit que n'importe quel fantasme de vengeance. Parce qu'au final, Stéphane avait été forcé d'affronter la seule chose qu'il avait passé des années à fuir, lui-même. Le rendez-vous s'acheva calmement après cela. Pas d'adieu dramatique, pas de réconciliation, juste deux personnes sortant des ruines d'une vie commune avec des avenirs très différents devant elles. Dehors, le vent chaud soufflait doucement à travers les arbres de la banlieue pendant que Céline marchait seule vers sa voiture. À mi-chemin, Stéphane l'appela doucement. Céline. Elle se retourna. Pendant une seconde, il ressembla exactement au jeune homme qu'elle avait épousé 23 ans plus tôt, un être humain plein d'espoir et d'incertitude, sous tout cet égo et ses erreurs. « Je suis vraiment désolé, dit-il. Céline l'étudia attentivement. Puis elle sourit, tristement mais sincèrement. « Je sais. » Et pour la première fois, cela suffisait. Elle monta dans sa voiture et prit la route tandis que la lumière du soleil filtrait à travers le feuillage des arbres. La radio jouait doucement en fond sonore, une vieille chanson de Fleetwood Mac qu'elle adorait à la fac. Et alors que la circulation la ramenait vers Paris,
Céline réalisa quelque chose de surprenant. Elle n'avait plus besoin que Stéphane souffre pour pouvoir guérir. La vie s'était déjà chargée d'équilibrer les choses naturellement. Il avait perdu la femme qui protégeait sa paix. Elle avait redécouvert la femme qui l'avait presque convaincue de ne plus exister. Et c'était peut-être ça la vraie leçon cachée au cœur d'un chagrin d'amour. La chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à une personne loyale est de supposer qu'elle restera, peu importe la façon dont on la traite. Car avec le temps, même les cœurs les plus gentils apprennent la différence entre l'amour et l'effacement de soi. Et quand ils finissent par s'en aller, ils ne reviennent jamais les mêmes.